présenter Tomás Negerov. Concernant le corps d'Hugo Chavez, je vais m'intéresser de manière plus spécifique à la notion de star et de starisation d'Hugo Chavez. Alors pourquoi au cœur de mon travail, il y a la notion de charisme, alors justement exploitée et très peu justement par la suite par les politologues, exploitée par Max Weber essentiellement. Donc le charisme est toujours rattaché à une personnalité, à des caractéristiques personnelles du leader, et je m'intéresse justement au populisme comme une forme de ou au populisme comme une forme de leader charismatique, ou au populisme comme une forme de leadership charismatique. Et ce qui m'a paru intéressant, ce que j'ai essayé précisément de voir dans mon travail et de montrer, c'était qu'au-delà de cette notion de charisme très liée à une personnalité, mais aussi à un contexte, ce qu'on dit souvent des populistes, que finalement ce ne sont que des épisodes, que des phénomènes transitoires liés à une crise, par exemple, des épisodes d'un politique qui désire faire table rase du passé. Eh bien, avec le cas du Venezuela, j'ai montré qu'au contraire, il subsistait une autre dimension, la dimension organisationnelle aussi du populisme, et qu'on avait en quelque sorte deux logiques qui se superposaient, la logique charismatique, mais aussi la logique légale rationnelle, même si la première était dominante dans le cadre du Venezuela, par exemple. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur cette question, mais juste le deuxième point qui m'a paru intéressant, c'est précisément de montrer aussi que le charisme et le populisme n'étaient pas uniquement un phénomène national, concentré vraiment dans un territoire donné, même si de nombreuses références étaient nationales, donc vénézuéliennes dans ce cas-là en particulier, mais qu'au contraire, le charisme pouvait traverser les frontières, et donc je me suis posé la question de comment, donc quels étaient les canaux qui permettaient une sorte de diffusion finalement du charisme, et de montrer que l'aura, le charisme, qui sont synonymes, pouvaient, au-delà du Venezuela, toucher les Amériques et au-delà les autres continents. Donc voilà, c'est un petit peu le questionnement de base de cette partie-là de ma thèse. Donc je ne vais pas revenir sur la discussion des caractéristiques propres au leadership de Chavez en ce qui concerne son statut de héros et de dieu. Donc là c'est très très riche, on y reviendra peut-être dans la discussion, hein, la dimension messianique et même christique de son leadership. Donc là j'ai décidé aujourd'hui de me focaliser vraiment sur la notion de star et sur le processus de starisation de ce leader politique qui était Hugo Chavez, et de la diffusion de ce charisme, même au-delà de sa propre mort. Puisqu'on va parler de Kennedy, justement, ça me paraissait un parallèle intéressant de parler de cette notion en particulier, et pour cela, je me suis basée sur l'étude d'Edgar Morin, qui date des années 70, mais qui est vraiment on ne peut plus d'actualité lorsqu'on s'y replonge dedans. Alors il y a deux axes représentatifs, selon moi, pour traiter cette question de la starisation d'Hugo Chavez. D'abord, les rapports qu'entretenait Hugo Chavez avec un show business dit alternatif, et en fait je vais me concentrer essentiellement sur cette question aujourd'hui parce qu'on ne va pas avoir assez de temps. Et ensuite, ce qui m'a paru important aussi, c'est le personnage d'Hugo Chavez et le message transmédiagénique, je reviendrai peut-être sur la notion tout à l'heure, ou monsieur n'importe, qu'incarne Hugo Chavez, et qui va véritablement avec sa qualité de showman. Donc ça aussi, je laisse de côté pour le moment. Alors tout à l'heure, Tomás Negerov disait qu'il y avait un contexte spécifique à l'émergence du charisme et au développement d'un certain type de séduction. Alors au Venezuela, c'est particulièrement représentatif, et d'ailleurs
Ça fait partie des caractéristiques que Morin attribue justement à ce processus de starisation. Alors on peut voir 4 éléments importants qui vraiment nous situent un petit peu le Venezuela en la matière. D'abord, les pratiques du leader Hugo Chavez révèlent une partie de politique spectacle dans lesquelles Chavez tient le rôle principal, que ce soit au Venezuela et par d'autres artifices sur la scène mondiale également, dans une certaine mesure, notamment par le biais de la scénarisation de toutes ces apparitions publiques, et notamment de ces apparitions télévisuelles. Deuxièmement, la relation fusionnelle avec son peuple, dans laquelle les mécaniques psycho-affectives jouent un rôle vraiment capital, donc on retrouve dans la relation entre les fans et la star. Ensuite, troisièmement aussi, pour situer le contexte très général mais qui est essentiel, c'est la caractéristique ou les stigmates de la société vénézuélienne qui est une société consumériste presque à l'extrême, on le voit avec l'actualité en ce moment, sur le modèle nord-américain. Et cette société consumériste est combinée à celle ou au contexte de l'État magique, où l'État, le pétro-État, peut subvenir aux besoins de tout le monde par le biais de la baguette magique du pétrole. Donc ça, c'est des éléments vraiment essentiels pour comprendre aussi pourquoi cette séduction a opéré et comment aussi elle a continué à opérer pendant autant de temps. Et enfin, un autre point vraiment important concernant la société vénézuélienne, c'est que son évolution a été intégrée à un système populiste. Donc vraiment, je reviens sur la notion organisationnelle en fait, du populisme. Donc un système populiste qui usine des mythes depuis le 19e siècle pour pallier à ses failles. En fait. Donc voilà pour les éléments vraiment très généraux concernant le Venezuela. Alors deux points à mon sens qu'on peut aborder aujourd'hui pour peut-être ne pas trop déborder justement. On peut se poser la question d'abord, et paradoxalement aussi, peut-être de prime abord, du caractère commercial du leader Hugo Chavez. Alors c'est vrai que lorsqu'on déambule dans les rues de Caracas depuis 1999, on observe beaucoup de choses. Alors outre toutes les images associées à de la propagande politique, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que on observe soit la vente d'objets à l'effigie d'Hugo Chavez, donc ces objets ils ne sont pas anodins, donc j'ai mis quelques images, quelques exemples ici. Alors voilà, alors ça c'est un objet très intéressant, il s'appelle le Chavito et il a été baptisé El Intumbable. Et ça c'est quand même intéressant, il s'appelle l'Intombable, je ne sais même pas si c'est très français, mais c'était pour donner pour franciser un peu justement, donc c'est une sorte de culbuto en plastique, en rempli d'air, et qui ne tombe jamais. Donc ce culbuto est sorti à l'occasion du référendum constitutionnel de 2007, donc on trouvait ça sur absolument toutes les avenues, et ce qui est intéressant, c'est vraiment que lors des manifestations, maintenant, on voit les vendeurs de rue avec tout un arsenal de produits dérivés, en fait, de la personne d'Hugo Chavez pour écouler leur stock sur les tracés de ces grandes marches, des grandes manifestations. Donc il y a ces objets-là, il y a beaucoup de t-shirts, tout ce qui est vêtements, vraiment, t-shirts, casquettes, par exemple. Alors ça, c'est d'une part tout ce qui est en vente et qui peut toucher aussi d'ailleurs l'artisanat local. Hein. Vous voyez des petites figurines, par exemple, d'Hugo Chavez. Et si on peut poursuivre... Voilà, alors ça, c'est la poupée Ken à l'effigie d'Hugo Chavez. Et cette poupée-là, cette photo-là, elle a été prise dans le bureau d'un maire. Donc, c'est pas du tout... c'est pas aussi anecdotique qu'il y paraît. Et par ailleurs, elle est relativement chère.
fait. Donc le fait aussi de s'acheter ces objets rapproche vraiment de l'idée qu'on se fait des produits dérivés qu'on achète de ses fans. Finalement, on achète un objet pour avoir un peu de sa star avec soi, donc pour une notion de proximité justement, parce qu'on l'idéalise, mais aussi parce qu'il y a une forme d'identification à cette star. Donc juste à la photo suivante, voilà, donc là il y a des déclinaisons après, donc souvent la poupée Ken Chavez est en tenue militaire, mais il y a des petites déclinaisons possibles aussi, donc il y a aussi une variété, on peut acheter des montres aussi avec Hugo Chavez, des stylos, enfin c'est devenu une industrie. Et si vous recherchez sur internet, il y a des marques aussi sur internet qui se sont fait, qui ont fait un petit peu leur beurre entre guillemets sur cette tendance-là. Alors il y a la marque Rebels Heroes par exemple, où vous pouvez commander votre t-shirt de fan d'Hugo Chavez par exemple. Donc c'est aussi par ces moyens-là que la popularité et que l'image circule tout simplement. Ça c'est d'une part. Ensuite, quelque chose d'intéressant qu'on trouve aussi, c'est tout ce qui s'apparente à des goodies, c'est-à-dire des objets, soit de propagande directe, plus ou moins directe en fait, que l'on donne aux participants des manifestations ou tout simplement au coin de la rue. Donc là c'est pareil, ça peut être du support papier comme des paniers repas par exemple, et dans les paniers repas on trouve un bout des disques de Chavez par exemple, ce genre de choses, ou même un petit porte-clés à son effigie. Ce que le gouvernement a beaucoup développé aussi, c'est les cartes de vœux. Donc les cartes de vœux avec la signature de Chavez qui aujourd'hui est devenue vraiment un symbole, ça aussi c'est très représentatif de ce genre de choses, et ça donne au final une idée de sérialité. Bon, ça je l'ai beaucoup étudié aussi dans toute la dimension mystique. En fait il y a toujours cette dimension de la filiation de Chavez, alors avec Bolivar aussi, mais avec après d'autres révolutionnaires, et l'idée de filiation dérive finalement sur une idée de sérialité, et au final on voit des discours et des produits qui sont standardisés. Et c'est de cette manière-là aussi, et c'est parce qu'ils sont standardisés aussi, qu'ils peuvent se diffuser aussi facilement. Je crois que j'avais une autre photo, excusez-moi. Voilà, alors là, on a, bon, pour rester un peu, pour me filer la métaphore, j'appelle ça le total look chaviste. C'est une photo que j'ai prise en 2009 dans une manifestation, donc on voit la famille, et on voit que par le biais de la standardisation de certains symboles aussi, le béret rouge par exemple, qui a été une nouveauté lancée par Chavez, le béret des parachutistes dont il fait partie. Il y a le recyclage aussi d'anciens symboles comme l'étoile rouge par exemple, qu'on retrouve assez facilement à Caracas, et là on peut arriver finalement à toute une panoplie, donc où on peut accessoiriser finalement sa tenue pour montrer qu'on est suiveur, qu'on est fan finalement de cette star-là. Donc le personnage devient un objet à la fois cultuel et culturel aussi. La deuxième facette sur laquelle je vais passer, j'ai un petit peu de temps, c'est les processus d'érotisation et d'humanisation de la star. C'est ça aussi, c'est le fait que cette star finalement, bon, elle va être proche parce qu'on va acheter des objets de la star, ou parce que dans les médias on va pouvoir lire et on va pouvoir croquer quelques instants de la vie de la star finalement et se les approprier. Ça c'est une chose, mais j'ai laissé de côté les médias parce que c'est un gros morceau de ce thème-là. Mais dans cette mouvance-là, et qui je pense, il y a certainement beaucoup de comparaisons à faire avec Kennedy aussi, toute l'érotisation qu'il y a eu autour de la personne et du corps de Chavez a été vraiment exacerbée depuis le début. D'abord, Chavez, donc c'est un homme qui s'est marié 2 fois, à qui l'on prête des relations amoureuses, alors réelles ou fantasmées, innombrables. Donc il a ce personnage, il a
cette image d'homme caribéen, en plus llanero, très, très viril, très homme à femme, en fait, et qu'il a entretenu plus ou moins. Alors il y a d'un côté cette image-là, et puis de l'autre côté, il y a l'image aussi du père aimant. Donc on a cette double image du père aimant et de l'amant très convoité. Alors je vais quand même vous citer un extrait. Ça c'est beaucoup dit dans ces biographies qui sont maintenant assez nombreuses. Donc là c'est un témoignage du chef de la sécurité du président de 2003 à 2006. Alors je le cite. « Mon Dieu, cette fureur utérine que déchaînait l'homme était à toute épreuve, impressionnante. Jeune fille, jeune femme, femme mûre, âgée, célibataire, mariée, divorcée, toutes voulaient le toucher, le caresser, qu'il leur fasse un enfant. Moi, je devais m'occuper d'elles, refroidir un peu leurs ardeurs sans les offenser, car elles ne pouvaient pas tout accéder à Hugo. La frénésie qu'engendrait Hugo était tellement grande que, sans exagérer, sur les 10 femmes choisies au bord de la Seine durant les meetings, je vais expliquer pourquoi, 8 répondaient après la cérémonie. Parce qu'en fait, là aussi, à l'image un peu, à l'image de la rockstar qui choisit sa groupie à la fin du concert, là, ça se passait pareil, finalement, à chaque fois qu'il y avait de gros meetings, c'est vrai qu'il y avait tout un parterre de fans, c'est assez difficile de s'approcher vraiment d'Hugo Chavez. Cela étant dit, tout est fait pour que le maximum de personnes participent quand même, et il y avait toujours des dizaines de jeunes femmes, enfin de femmes d'ailleurs, de tout âge, dans les premiers rangs, et durant le meeting, il désignait à son chef de la sécurité ou à d'autres les femmes qu'il trouvait à son goût. Il leur faisait passer un petit billet. Et donc après, effectivement, elle le retrouvait soit au palais de Miraflores, soit dans d'autres résidences. Donc il y a vraiment cette image et l'érotisation du corps de Chavez. Elle passe aussi par ces pratiques, finalement, par ces pratiques du leader. Donc on retrouve là la dimension mythifiante de l'amour, ce que dit Morin. Et en plus, cette dimension-là, elle se combine avec la dimension passionnelle et christique de l'amour, qui est aussi présente dans le leadership messianique d'Hugo Chavez. Il y a un autre élément intéressant aussi qui concorde bien avec le phénomène de starisation et qu'explique Morin, c'est la fusion entre le bad et le good, entre le bad boy et le good boy. Puisque chez Hugo Chavez, il y a, qui est un ancien putschiste quand même, en 1992, donc il y a cette idée de putschiste et de rebelle, et puis c'est un militaire aussi, ce qui est un élément très important pour le Venezuela. Il n'y attarde pas plus pour le moment. Donc il représente vraiment le bad boy, mais c'est aussi le sauveur pour de multiples raisons qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette double image aussi qui fait que finalement il est encore plus adoré. Il y a aussi une autre idée qui va avec, j'ai mis une petite image voilà, intéressante. C'est le côté foncièrement bon de la star qui nous comprend et qui peut comprendre tous nos problèmes, qui est entretenu assez savamment finalement par le gouvernement aussi. Alors là vous avez l'exemple du blog officiel de Chavez, et sur ce blog, donc, le titre de cette image c'est « Le Venezuela et le monde écrivent à Hugo Chavez ». Donc il y a une cartographie de tous les gens qui ont écrit à Hugo Chavez par l'intermédiaire de son blog, ce qui montre sa popularité planétaire finalement. Donc plus c'est rouge, plus les gens ont écrit de la part depuis ce pays-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on observe comme un phénomène de fan club en fait, où les fans écrivent directement à leur star qui leur répond. Alors ça, Chavez a beaucoup répondu aussi via son compte Twitter et a mis de nombreux
pouvoir justement être capable de maintenir cette relation personnalisée avec les internautes. Et j'ai également cité juste après, voilà, je vous ai mis ça c'est encore autre chose. Pardon, je suis désolée, c'est pas complètement dans l'ordre. J'ai mis des extraits. Je trouve ça très intéressant et caractéristique des phénomènes justement de fan club où on écrit, on se livre complètement à la star et en même temps cette star qui est inaccessible, elle l'est finalement dans une certaine mesure, de sorte qu'on se permet de s'adresser à elle directement ou de lui prodiguer des conseils. Ça a notamment été le cas lorsque Hugo Chavez a été malade. Et là, on voit un témoignage, par exemple. Bonjour, je suis très honorée de vous contacter. Je vous demande à vous, chers camarades, j'ai laissé les fautes là, de demander à M. Chavez de ne pas laisser l'impérialisme vaincre en Libye et de soutenir la résistance libyenne. Donc on passe des conseils finalement de diplomatie au président Chavez. Il y a un autre exemple de suite après, je suis désolée. Donc voilà, là c'est au moment où Chavez va retourner à Cuba pour sa 4e et dernière opération en décembre 2012. J'ai de la peine pour Hugo Chavez, mais il ne faut pas perdre espoir. Donc là, il y a comme dans les forums, donc les internautes dialoguent entre eux finalement et se réconfortent par rapport à une mauvaise nouvelle. Et ils conseillent donc une sorte de remède miracle pour M. Chavez, donc de commencer le plus vite possible un traitement à base de plantes. Je vous recommande de prendre de l'huile de nigel, du romarin, du citron, etc. On trouve ce genre de choses qui est assez caractéristique des relations justement avec la star. Donc il y a toujours cependant entre une idéalisation vraiment et en même temps une humanisation très forte qu'on a vu notamment avec sa maladie, puisque finalement Hugo Chavez est bien mort. Enfin,